Bonjour à tous, merci d'avoir bravé le froid, d'être sorti des couettes le samedi matin, c'est toujours un effort j'imagine, et nous y sommes sensibles. Merci aussi à la Fédération du Paysage, à Julien d'avoir organisé ça, à Adrien, pardon, à Béatrice et puis aux membres de la FFP en général. Je suis ici présent avec Claire Gauthier qui est mon associée, qui est ici, qui pourra peut-être contribuer à répondre aux questions que vous pourrez avoir après cet exposé que je vous propose. Un tout petit mot sur notre agence qui a à peu près 25 ans d'existence. Et il m'a semblé que c'était intéressant, dans le cadre de ces rencontres du samedi matin, de vous exposer la philosophie, finalement, quelque part, qui sous-tend l'action et qui se construit par la pratique. Et donc, je pense que c'est la différence, bien sûr, avec le monde de la recherche, c'est que nous sommes des praticiens, mais forcément, nous sommes toujours en recherche aussi. Et c'est plutôt dans ce sens remontant, de certaine manière, que nous essayons de faire émerger des concepts, des idées, quelque part, et dans la mesure du possible, que ces idées puissent essaimer. Et cet essaimage, il est notamment lié bien sûr à tous les échanges que l'on peut avoir, et aussi à l'enseignement dans lequel je suis beaucoup investi, aussi bien à l'école du paysage de Versailles, pour les étudiants paysagistes, au master de l'école, le master recherche d'ailleurs de l'école du paysage, ça s'appelle le master théorie et démarche de projet de paysage, et aussi à l'école du paysage de Blois, qui est aussi une école de concepteurs paysagistes. Voilà, alors, comme nous sommes au cœur de l'hiver, on va avoir quelques échappées qui vont nous réchauffer, déjà autour du concept d'archipel, qui va être notre fil conducteur, et aussi par quelques images qui viendront des îles plus chaudes qu'ici. Voilà. Mais pas seulement. L'idée, c'est que pour qu'on puisse vraiment parler et faire comprendre quelque part le concept de territoire archipel, ce que je vous propose, c'est d'abord de définir ce que n'est pas le paysage, en fait, pour ensuite qu'on arrive à vraiment définir ce que c'est fondamentalement, d'essayer de comprendre fondamentalement ce que c'est, et à partir de là, de s'ouvrir vers ce concept de territoire archipel. C'est comme ça que l'on pourra le comprendre fondamentalement. Voilà, donc je vais essayer, en même temps que je vous parle, de passer les images. Et d'abord, deux écueils en quelque sorte, auxquels, dans notre navigation dans les archipels, on va essayer d'échapper. Deux écueils sur la notion de paysage. Le premier écueil est assez connu, et c'est une question permanente que l'on a dans la question du paysage, c'est que nous sommes consubstantiellement confondus avec la question du paysagement. Le paysagement, qu'est-ce que c'est que le paysagement? C'est l'action qui consiste à accompagner, on va dire, des choix d'aménagement, des dispositifs d'aménagement, à les accompagner pour les rendre digestes, si j'ose dire, acceptables. Et donc cet accompagnement généralement est compris comme un accompagnement planté, vert, etc. Donc c'est le paysagement. On vient paysager des équipements, des infrastructures, des abords de bâtiments, etc., etc. C'est une action d'accompagnement qui a son importance, mais qui ne peut pas on ne peut pas réduire la question du paysage à cette simple qui n'est pas forcément simple, mais cette seule question du paysagement. Le paysage, c'est bien autre chose, c'est toute la dimension sensible qui nous entoure, et donc si, je sais pas moi, la route, si le bâtiment d'activité, si le quartier, si l'espace agricole, si la forêt, si les milieux naturels, etc., font partie de notre monde, la question du paysage est dans tout ça. Et donc il va falloir qu'on arrive à comprendre ensemble, de certaine manière, comment, quelque part, on peut travailler vraiment pleinement la question du paysage, et pas simplement celle du paysagement.
Ce premier écueil, d'une certaine manière, il est bien connu parce que vous savez qu'au travers de l'intitulé paysagiste, il y a bien sûr cette confusion qui est un vieux problème latent, permanent, etc., présent et dans lequel la FFP travaille à essayer de clarifier l'approche. Ensuite, la deuxième question, j'ai mis un marin, puisqu'on est dans les archipels, qui essaye bien connu, qui essaye de se défaire d'un sparadrap, c'est celle de la question de la spécialité. Sommes-nous des spécialistes, d'une certaine manière? Il se trouve que sur les X25, j'ai dit, années d'existence de notre pratique professionnelle en tant que paysagiste dans l'agence Follet-Goettier, on a souvent été estampillé spécialiste. Et donc c'est une interrogation. Alors, et ça va me permettre de vous présenter quelques travaux, bien sûr. Alors, on nous a dit, vous êtes spécialiste de la Réunion. Pourquoi? Parce qu'effectivement, on a beaucoup travaillé sur la Réunion, qui est un territoire auquel on est très attaché, très sensible. Vous allez y avoir plusieurs projets autour de ça. Mais ça nous intéresse en tant qu'une île comme la Réunion, qui est toute petite, qui fait que 2500 km², la moitié d'un département moyen de métropole, et qui est très isolée dans l'océan Indien, et qui est sur la moitié de sa surface inhabitable, pour des raisons de risque, de volcans, d'érosion, etc. Ce tout petit territoire, quelque part, pour nous, est une forme de figure, quelque part, de la situation de la planète. C'est-à-dire que sur un monde qui est petit comme ça et clos sur lui-même, on n'a pas le choix, de certaine manière. On doit être excellent en matière de développement, vraiment, pour pouvoir durer, quoi, d'une certaine manière, de développement durable au sens de pouvoir durer, effectivement, tout simplement, de pouvoir exister. Et donc, c'est une véritable métaphore d'une planète qui est la nôtre et qui est toute petite, protégée par une très fine couche d'atmosphère, dont on reparlera cette année avec la conférence sur le climat, etc. Donc la Réunion, oui. Alors je ne vais pas du tout vous présenter tout, vous verrez plusieurs projets sur la Réunion, mais juste un simplement qu'on n'a jamais présenté, du coup ça me faisait plaisir de pouvoir le faire aujourd'hui, qui est celui du jardin. Ça nous permet de commencer par le jardin, et qui est un domaine dont on a en quelque sorte réinventé les jardins. Il s'appelle le domaine de Montgaillard. Il est situé sur les hauteurs de Saint-Denis. Il est à 300 ou 400 mètres d'altitude. Un endroit où au XIXe siècle, bonjour Ariane, un endroit où au XIXe siècle, on a essayé de s'éloigner un tout petit peu de la côte, de monter en altitude pour être moins en situation de chaleur. Donc c'est un héritage de cette époque de maisons de villégiature en quelque sorte, pour profiter de la fraîcheur des hauteurs dans un milieu tropical. Et ce domaine, au moment... alors ça, c'est une image du projet. C'est un domaine qui a été complètement à l'abandon. Voilà quelques images de l'état dans lequel on le découvre au moment où on prend la question à bras-le-corps. Et de fait, les bâtiments sont en ruine, le jardin est totalement détruit, démoli par déterrassement, l'érosion, de l'envahissement végétal, de la démolition, enfin de la destruction, quoi, vraiment, de tout ce qui pouvait faire les murs, etc. Et donc, je suis un peu désespéré quand je découvre ça. Mais bon, on a pris le sujet à bras-le-corps. C'était un domaine qui était privé, dont l'objectif était d'en faire un centre de conférences, etc., etc. Et puis, et puis voilà. Donc voilà. Il y avait même des incendies, ça c'est... Voilà. Mais ce qui était extraordinaire dans ce site, je ne vais pas en parler en détail, c'était le fait que, en fait, sur les traces qu'on a pu trouver, on s'est aperçu qu'effectivement, le vrai luxe qui était offert dans cet endroit-là, dans ce qu'on pouvait comprendre des traces, c'était le fait qu'on arrivait à avoir des promenades horizontales. C'était le luxe du plat. Quelque part, La Réunion est un monde de pente terrible. C'est l'endroit où l'érosion, d'ailleurs, est la plus puissante sur la planète. Parce que sur ce tout petit caillou, vous montez à 3000 mètres d'altitude avec des situations cycloniques qui font que les pentes sont d'une puissance extraordinaire. Et en fait, ce domaine, on a réinventé le plat, le luxe du plat, les promenades, les grandes perspectives, vous voyez,
Ça, c'était l'endroit qui était brûlé avec les bambous tout à l'heure, pour essayer d'offrir au maximum à partir des cases réhabilitées et du centre de conférences qui était créé sur place, d'offrir aux membres présents ces promenades. Voilà. Donc je vais passer très vite. Au bout de cette promenade qui fait 300 ou 400 mètres de long, je ne me souviens plus, c'est considérable d'avoir 300 ou 400 mètres de long plat dans ces pentes de la Réunion. C'est ça qui est très amusant. Voilà, au bout, on arrive dans des milieux plus naturels où on s'est amusé à replanter des essences indigènes parce que la Réunion est très sensible à cette question car c'est une île très jeune et donc les plantes indigènes et même endémiques sont uniques du fait de la situation isolée et en situation de faible capacité à résister à l'envahissement des plantes venues des autres contrées. Voilà des ambiances différentes qui étaient rétablies. Autour de la maison, une grande terrasse redimensionnée pour les besoins aussi de l'accueil du public et ouverte vers la mer, l'océan Indien qu'on aperçoit sur la droite de l'image. Et puis latéralement, des jardins qui se développent et qui toujours essayent de trouver ce luxe du plat, qui a été le leitmotiv. En contrebas des maisons, l'image est un peu floue, mais évidemment, on a étiré les terrasses pour arriver toujours à créer ces promenades qui sont même soulignées par ces bassins. Voilà. Et alors, ça c'est le parking tout en bas, qui évidemment est un parking dans l'esprit du jardin, qui accompagne complètement la chose. Voilà. Donc ça, c'était notre petite promenade de démarrage. Ce qui est amusant, en fait, dans cette affaire, c'est que le site est devenu public. Et il a été complètement réapproprié pour pouvoir servir de cadre, notamment pour les fêtes. Et alors, quand il y a des fêtes indiennes, notamment, ça donne une réappropriation des lieux complètement inattendue et plutôt amusante, finalement. Il est redevenu public, il appartient à la région, il s'appelle le centre MOCA, Montgaillard Centre d'Art. Même le bassin, vous voyez, est reconquis pour les fêtes indiennes. Donc c'est amusant. Alors on nous a aussi dit, on est spécialiste des routes. Vous êtes spécialiste des routes, parce qu'effectivement, dans les années 90, on a beaucoup travaillé sur la question des infrastructures, mais c'était quelque part un peu le chant du cygne des grands projets d'infrastructures. Aujourd'hui, on n'en a plus beaucoup. Il y a eu les trams, les tramways en ville qui ont suivi. Mais on était encore sur cet héritage, d'une certaine manière, et il fallait accompagner le mieux possible ces projets d'infrastructure. Ça a été une bataille très forte pour arriver à sortir, de certaine manière, du champ du paysagement, c'est-à-dire en gros, vous allez planter nos talus, et puis ça fera pas mal pour faire passer les routes dans le paysage. Et donc il y a eu tout un travail pour arriver, et donc je vais vous en montrer un encore d'ailleurs sur l'île que l'on vient de quitter, dans le Cap Laousset. Le Cap Laousset, c'est ce territoire complètement différent de ce qu'on vient de voir, très sec, qui est une savane entretenue par le feu. Et il s'agissait de faire passer cette route des Tamarins, qui ressemble étrangement à une autoroute, elle a toutes les caractéristiques, sauf qu'elle a des rayons de courbure qu'on peut faire un peu plus forts. Mais sinon, c'est bien une 2 fois 2 voies, et même 2 fois 3 voies dans ce secteur. Donc c'est un monstre par rapport à des sites qui sont très petits et très fragiles. Et donc c'était très difficile. Donc comme ça a été très conflictuel de faire passer une route comme ça dans un site que le conservatoire envisageait d'acquérir, donc un site vraiment à protéger, quelque part ça nous a donné une forme de légitimité pour pouvoir intervenir vraiment sur le tracé. Où est-ce qu'on passe ? Quel tracé en plan ? Quel tracé en profil ? C'est-à-dire comment on passe cette fois ? Quel tracé en profil en long ? Quel tracé en profil en travers ? Et bien sûr, quels principes d'aménagement fondamentaux. Donc là aussi, je ne vais pas le présenter en détail, mais ce qui est très important de comprendre, c'est qu'on a vraiment dessiné le tracé pour en fait totalement l'assouplir en plan. C'est pour ça qu'on voit ce plan d'une certaine manière où on voit des courbes et des contre-courbes, de façon à pouvoir préserver des situations de tables rocheuses, etc. Et en même temps, et donc ça s'est fait vraiment directement entre paysagistes et ingénieurs des infrastructures, pour pouvoir, voilà, à partir des dessins que l'on faisait, vérifier de certaine manière les faisabilités, les caractéristiques techniques, etc. Et vraiment tracer la route dans le paysage. Donc au-delà de cette identification, enfin de cet assouplissement en plan, par contre, une certaine, ça c'est une situation de projet, enfin de chantier de certaine manière,
L'idée d'augmenter le nombre d'ouvrages d'art pour arriver à mieux encaisser la question des déblais remblais et de séparer les chaussées en plan et de les décaler en altitude de façon à créer des situations de route en terrasse, si vous voulez, ou en balcon, tout en gardant des profils parallèles. Donc on s'est imposé quelque part des règles géométriques assez strictes, mais c'était très important parce que dans ce paysage très épuré de savane, quelque part, il ne fallait pas que, dans la mesure où on augmentait le nombre d'ouvrages d'art, les ouvrages des deux chaussées séparées jouent de façon compliquée, avec des ouvrages très différents, etc. Et donc on va le comprendre au travers de ce chantier que l'on va voir évoluer sous les yeux, ce chantier d'ouvrage qui apparaît et où on voit bien que les chaussées sont séparées, donc ça fait deux ponts, mais que ces deux ponts sont parallèles, de façon à pouvoir inscrire une sobriété dans le tracé. Donc ça donne finalement des situations de route qui font le tour. Vous voyez qu'elles s'assouplissent beaucoup en plan, elles font des virages et des contre-virages pour échapper et pour préserver des accidents importants, et bien sûr aussi pour mettre en scène ce paysage de savane le mieux possible, malgré l'importance, vous voyez, de cette infrastructure dans un paysage finalement extrêmement fragile. Ici on voit la succession et l'importance des chantiers de terrassement pour arriver à inscrire une route comme ça dans le paysage. Un autre exemple sur la question des infrastructures, qui est l'entrée de ville de Saintes, qui là aussi ressemble beaucoup à une autoroute, mais s'appelle une route nationale, mais c'est quand même une 2x2 voies encore, et qu'il faut arriver à raccrocher à la rocade de Saintes. Donc c'est un projet sur 20 km, mais c'est l'entrée de Saintes là que je vais vous présenter simplement. Et en fait, notre grande inquiétude là-dedans, c'était de se dire, mais on va à nouveau faire une entrée de ville où, quelque part, j'appelle ça l'effet serpentin tue-mouche, quoi. C'est-à-dire, on crée un fil, une infrastructure, une route, et s'agrègent dessus toutes les urbanisations d'activités commerciales, etc., les pubs, etc., qui viennent, d'une certaine manière, fragiliser et considérablement la qualité d'accueil, quelque part, dans une ville. Et donc, comme on avait un déblai important, on s'est dit, et qu'on voyait que tous les talus en déblai dans ce secteur-là étaient des talus en friche, qui n'étaient pas très intéressants, parce qu'il n'y avait pas les moyens de les entretenir. Là aussi, on a travaillé le terrassement très fortement, de façon très volontariste, pour mettre en scène plutôt, en fait, la roche-mère, qui est le calcaire de Saintonge, qui est un calcaire absolument sublime, quoi, qui fait toute la qualité de la ville. Et il nous semblait que finalement, c'était le calcaire qui devait annoncer la ville, plutôt que les enseignes commerciales qui devaient appeler à se développer autour, parce que bien sûr, tout était constructible autour de la route. Donc là aussi, je vous montre une image de chantier. Plutôt que de faire des talus à 3x2, on a fait une falaise, en fait, d'une quinzaine de mètres de hauteur. On a dégagé la place au pied de la falaise pour avoir des glacis enherbés qui puissent être des glacis qui allaient accueillir les risques d'éboulement. Les questions de sécurité, de recul par rapport à l'obstacle que peut représenter une falaise, bien sûr, qui est un obstacle dur. Et finalement, la même image, voilà, voilà. On voit qu'une route, en fait, passe dans un espèce de... Le mot canyon est peut-être un peu fort, bien sûr, mais enfin, dans une espèce de paysage qui se crée effectivement sur lui-même, qui met en scène le calcaire, évidemment mieux avec un glacis enherbé, et qui en même temps prend tellement de force quelque part qu'il va s'imposer à tout ce qui aurait pu se passer autour de l'infrastructure. Et puis bien sûr les ouvrages, on voit sur la droite les ouvrages d'accroche avec la rocade qui travaillent évidemment avec ce calcaire mais sous forme reconstruite. Voilà. Alors on nous a dit aussi, vous êtes des spécialistes des atlas de paysages. Alors, oui, effectivement, on a beaucoup travaillé et on travaille beaucoup sur la question des atlas de paysages, parce que c'est typiquement un instrument de culture partagée autour de la connaissance, de la conscience, en quelque sorte, du paysage. Et donc, ça nous intéresse, on se cultive nous-mêmes d'ailleurs. Évidemment, forcément, on apprend énormément sur le territoire en élaborant des atlas de paysages. Donc là aussi, alors à quelques endroits, mais je crois qu'on a fait 25 atlas de paysages ou études paysagères départementales, ce qui fait sans doute de notre agence celle qui en a le plus fait, en effet, en France, ou en France métropolitaine ou outre-mer d'ailleurs. Alors là aussi, je ne veux pas du tout détailler, rentrer dans les détails, mais l'atlas, ce n'est pas un mot qui nous emballe énormément, parce qu'il renvoie beaucoup à la carte, à la géographie.
alors que la question du paysage est dans la perception sensible avec les yeux qui sont à peu près à 1,50 m du sol et nous renvoient vers des choses plus sensibles. Néanmoins, il est estampillé quelque part et il est bon que le ministère ait soutenu et continue à soutenir, le ministère de l'écologie, la réalisation des atlas, leur renouvellement, etc. Parce que véritablement, surtout avec l'outil Internet, c'est un outil et un instrument de culture partagée énorme, très important, qui n'est pas du tout directement opérationnel, mais on a toujours, c'est peut-être la coloration en quelque sorte des atlas qu'on a essayé de faire, introduit l'accroche de la connaissance avec l'action au travers des propositions qu'on faisait de construction d'atlas, voire de contenu même d'atlas, en allant au-delà des cahiers des charges. Je me souviens que plusieurs fois on a été au-delà des cahiers des charges pour arriver à proposer une vision synthétique des enjeux sur ces territoires. Et bien sûr, les atlas sont là pour nous aider à décrypter la réalité sensible, à comprendre, à lire le paysage, et on reparlera de cette question de lecture de paysage au travers des outils que l'on peut s'offrir. Celle-là est très mauvaise en rendu, je ne sais pas pourquoi. C'est les Yvelines qui sont en train d'être mises en ligne, renouvellement du premier atlas de paysage qu'avait fait Mazas et Frétet en 1992. Voilà. Donc, il y a un nouvel atlas sur les Yvelines qui est en train de sortir. L'important, ce que je vais vous montrer, c'est que la carte, voilà, pour prendre une complexité extraordinaire, l'outil Internet va nous permettre de zoomer et de changer d'échelle considérablement et de passer d'une perception des enjeux globaux à une perception des enjeux extrêmement détaillés, potentiellement, pour le département. Ce qui m'intéresse aussi, c'est d'évoquer avec vous le prolongement d'un atlas. Un atlas, c'est un instrument qui est là pour construire une politique de paysage, dans sa meilleure acception. Et cette réflexion d'accroche entre connaissance et politique, d'une certaine manière, on a vraiment pu la mener une fois, et c'est la première fois qu'on pouvait travailler véritablement, entièrement, sur l'élaboration et la définition d'une politique du paysage à l'échelle d'un département, en l'occurrence pour un département, pour un conseil général, qui est celui de la Gironde. Voilà. Donc c'est assez récent, hein, ça s'est fait dans les, je ne sais plus quelle année, 2012 ou quelque chose comme ça. Et c'est un moment important puisque les paysagistes rentrent d'une certaine manière dans la mécanique d'un conseil général qui est une mécanique énorme. Hein. On découvre des choses, enfin des échelles de fonctionnement qui nous échappent. Mais on comprend surtout que la transversalité de la question va nous inciter à dialoguer avec chacun des services du Conseil général et à essayer, à partir de ça, de construire la stratégie véritablement de valorisation des paysages pour un département dans toutes les dimensions opérationnelles, dans le montage même de l'organisation des services, bien sûr dans les partenariats du Conseil général avec les autres acteurs de l'aménagement. Donc ça nous fait quelque part travailler sur des thèmes et des domaines dans lesquels on n'est pas forcément familier, mais on voit que les 4 axes qu'on a définis déterminent à peu près 35 actions dans tous ces domaines. Et puis, quelque part, les calendriers, les moyens d'investissement, etc., selon le nombre, selon la constitution de la cellule, si vous voulez, qui va travailler sur la question du paysage au sein des services du Conseil général, seront plus ou moins rapidement mis en œuvre, selon les moyens donc humains essentiellement, que le Conseil général met à disposition de sa politique des paysages. Voilà. On nous a aussi dit, au-delà de la question des atlas, « Ah, mais vous êtes les spécialistes, encore une fois, des plans de paysage. » Et c'est vrai qu'on a beaucoup travaillé sur les plans de paysage, on continue à travailler beaucoup sur les questions de plans de paysage, en s'y investissant depuis l'origine, là aussi, comme pour les atlas. Donc tout ça naît dans les années 1990, hein. C'est ça qui est important. Spécialiste des plans de paysage, parce qu'évidemment, c'est vraiment l'échelle à laquelle, cette fois, on peut à la fois travailler sur des grandes dimensions de territoire, souvent intercommunales, et en même temps être en force de proposition, de façon plus opérationnelle que dans le cadre d'un atlas. Donc on appelle ça plan de paysage, on appelle ça charte de paysage. Il y a une époque où on ne savait pas trop. Alors on en a fait beaucoup, je crois que j'ai dû compter pour cette conférence, je crois qu'on a fait une 50aine d'études à les échelles communales ou intercommunales. Le ministère nous avait commandé un guide des plans de paysage qui, quelque part, a vécu, parce que je crois que depuis janvier de cette année, il me semble que le ministère vient de ressortir quelque chose
qui ressemble à un guide méthodologique, mais celui-ci a été élaboré à la fin des années 90, ça a dû être publié vers l'an 2000, je crois, 2001, et donc a permis, d'une certaine manière, essentiellement, moi je mettrais simplement une page là-dedans en termes de méthodologie, qui permettait de mettre au clair à l'époque ce qui n'était pas tout à fait vu comme quelque chose de clair. C'était l'idée que le projet, la démarche de projet de paysage, finalement, intéressait différentes échelles et qu'à ces différentes échelles correspondaient différents outils en matière de projet de paysage. Donc on a parlé des atlas et de politique de paysage à l'instant, avec le Conseil général par exemple. Mais on parlait de plan de paysage ou de charte de paysage ou de contrat de paysage sans qu'on sache clairement à quoi ça correspondait. Bon, la clarification qu'on a proposée, qui est à peu près rentrée dans les mœurs, si j'ose dire, c'était de dire que finalement on faisait des plans de paysage, des projets de paysage aux échelles communales ou intercommunales, et que si les objectifs et les actions, le programme d'action, étaient signés entre les acteurs, c'est-à-dire entre celui qui avait commandé le plan de paysage et ses partenaires, ça devenait une charte, c'est-à-dire quelque chose de partagé par définition. Voilà. Et les contrats de paysage, c'était plutôt pour mettre en œuvre, quelque part, de façon plus opérationnelle, telle ou telle action avec tel ou tel partenaire, sous forme contractuelle. Voilà. Voilà, donc là aussi, je ne vais pas montrer les choses, mais c'est vrai qu'on a travaillé donc sur ces plans de paysage. Ce qu'on a proposé en termes méthodologiques, c'est systématiquement de changer d'échelle, c'est-à-dire de toujours pouvoir à la fois avoir l'échelle effectivement intercommunale, mais en même temps, étant donné que l'on vise principalement à convaincre les élus, il faut qu'on change d'échelle parce que les élus sont plus sensibles aux échelles opérationnelles. Donc les zooms, quelque part, à l'intérieur des échelles de plans de paysage, nous permettent d'accrocher l'intérêt des élus qui sont sensibles aux questions opérationnelles. Et puis l'autre évolution très forte autour de la question des plans de paysage et des chartes de paysage, voulue d'ailleurs par le ministère qui a relancé sa politique des plans de paysage, vous le savez, et qui a donc influé sur les contenus des cahiers des charges, c'est de développer davantage le projet partagé, c'est-à-dire la dimension participative, la dimension de la concertation, etc., qui consomme beaucoup d'énergie de notre part pour arriver à faire en sorte que les projets soient appropriés et donc est une chance de se mettre en œuvre, quelque part. Voilà, alors quelque part, la question de la spécialité, vous croyez qu'on pourrait la poursuivre très longtemps, mais vous comprenez qu'au bout d'un moment, il y a quelque chose de contradictoire à considérer, de certaine manière, qu'on est spécialiste si on finit par être spécialiste de tout. Et ça nous renvoie vers la vraie question de paysage, qui est que cet étrange, d'une certaine manière, sujet qui nous rassemble aujourd'hui, comment ça se fait, de certaine manière, que l'on travaille sur des échelles aussi contrastées. Ici, je vous montre des trottoirs et puis des territoires dans des échelles hyper contrastées. C'est ce qu'on dessine quand on fait un projet urbain à Vanves, dans les Hauts-de-Seine. Et ici, c'est une synthèse des enjeux de paysage sur l'ensemble de la région Languedoc-Roussillon avec tous ces départements. Donc, comment ça se fait, de certaine manière? Quel est le point commun entre ces échelles aussi contrastées? Et puis comment ça se fait aussi qu'on travaille des sujets aussi différents que des milieux naturels réhabilités, comme ici des marais à Vitrezay, comme ici des espaces publics dans les Hauts-de-Seine ou sur Dalle, c'est-à-dire avec un parking dessous, comme ici dans une opération grand site à Carcassonne, à l'échelle de toute la ville pour accrocher la cité avec tout son contexte. Ou ici encore sur la pointe du Hoc pour accueillir le public de façon plus qualitative par rapport à un site historique, un site du débarquement. Donc, on pourrait dire, par rapport à ça, j'ai emprunté cette image à des étudiants de l'école du paysage de Blois, parce que je trouvais que ça résumait assez bien ce que je voulais évoquer. Le paysage déborde le cadre. Donner un sujet de paysage à un paysagiste, il va regarder le sujet d'à côté. Donnez-lui une échelle de travail, il va regarder l'autre échelle, etc. D'où ça vient, cette propension, d'une certaine manière, à reconnaître que la question du paysage est, c'est ce qu'on pourrait dire finalement, la spécialité de la non-spécialité. Même, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas de spécialiste, bien sûr, hein.
Mais je prends l'image de la médecine pour essayer d'évoquer la question. Plus vous avez de spécialistes qui travaillent sur les questions d'aménagement du territoire, plus il faut des bons généralistes, si possible, qui puissent accorder, d'une certaine manière, les actions des différents spécialistes, chacun dans leur domaine. Et au fond, le paysagiste est bien quelqu'un qui a un savoir-faire, mais qui est un savoir-faire fondamentalement généraliste. Même si, bien sûr, derrière, il peut prendre des colorations ou des spécialisations. On a besoin de gens qui sont spécialistes des questions de paysages agricoles, de paysages de l'eau, de paysages urbains, de paysages bâtis. L'architecte est un spécialiste du paysage bâti, de paysages des activités, du développement économique, etc., etc. Mais plus on aura de spécialistes, plus il nous faudra des bons généralistes. C'est exactement comme en médecine. Je ne vois pas d'autres parallèles plus justes. Et ce qui est plus intéressant au-delà de ça, c'est que même si vous êtes un spécialiste, quelque part, vous allez travailler comme un généraliste, à l'intérieur de votre spécialité. Pourquoi ? C'est ce qu'on va voir après. Mais je vais juste vous prendre un exemple qui va vous illustrer ça. Par exemple, nous, comme on avait été estampillé à un moment spécialiste d'infrastructure, on nous a demandé de faire un guide méthodologique sur le paysage des infrastructures. Les routes, les voies ferrées, les canaux, tous les paysages linéaires, on pourrait dire. Donc on a travaillé sur ce guide pour le ministère de l'Équipement, c'était encore l'Équipement à l'époque, il est sorti, il a mis des années à sortir, mais il est sorti finalement en 2008. Et à l'intérieur de ce document, j'ai juste élaboré, notamment, ça c'est juste cette page-là que je vais vous montrer, cette page de méthodologie à nouveau, qui montre en fait comment un paysagiste doit travailler dans cette spécialité qui est celle du paysage de l'infrastructure, comme un généraliste. C'est-à-dire qu'il est là, effectivement. Ici, vous avez des tas de gens qui travaillent sur le projet de l'infrastructure, par exemple de la route à construire, qu'on a vu tout à l'heure. Vous avez des gens qui sont des projeteurs, ce qu'on appelle les projeteurs, c'est qui vont travailler en plan et en profil en long, en profil en travers, calculer les volumes de déblais, de remblais, etc. Les ingénieurs, les techniciens, etc., qui vont travailler plus sur les ouvrages d'art, sur l'écologie, sur l'acoustique, les bruits, la protection phonique. Les services d'exploitation et de sécurité, très importants, ceux qui vont, voilà, etc., etc. Les thèmes qui sont communs entre le concepteur, quelque part, et puis l'ingénieur, le technicien, etc., il y a tout ça, la géométrie, les terrassements, les ouvrages, l'hydraulique, les protections phoniques, le milieu naturel, les équipements divers, la gestion et l'exploitation, à l'intérieur de laquelle on trouve notre fameux paysagement dont on parlait tout à l'heure. Vous voyez que c'est une toute petite partie de la question du paysage de l'infrastructure qui nous oblige, par définition, à travailler comme un généraliste, même lorsqu'on est spécialiste, par exemple, de cette question des infrastructures. Alors d'où ça vient, d'une certaine manière, cette nécessité, je dirais, qui fait loi presque, qui est que le paysage déborde le cadre, change les échelles, décadre quelque part les sujets. Il faut pour ça, et c'est ce que je vous propose, que l'on revienne à la définition même de la notion. Et la définition même de la notion, bien sûr, j'aurais pu prendre la définition de la Convention européenne du paysage, qui a son côté officiel, mais j'ai pris celle du dictionnaire, parce que c'est celle qui est accessible au grand public. Et le dictionnaire, le petit Robert ou je ne sais pas qui, il nous dit que le paysage, c'est une étendue de pays perçue par un observateur. Il y a une double relation dans cette définition de la notion de paysage. Il y a bien sûr l'écheveau extraordinaire des relations qui font le pays, l'étendue de pays, la première partie de la définition. L'étendue de pays est le résultat d'un écheveau de relations extraordinairement dense et complexe entre tous les éléments qui vont faire le territoire. Donc on peut citer les éléments même les plus matériels, entre le bâti d'habitation, le bâti d'activité, la route, le chemin, le champ, la prairie, le bois, la friche, etc., etc. Il y a tout un écheveau de relations qui va construire la singularité d'une étendue de pays, et c'est ça qui fait que le paysage est en partie une question en effet scientifique, c'est-à-dire qu'il peut se connaître par la connaissance, par une approche effectivement scientifique. Mais vous avez bien compris que c'est une petite partie ou une partie seulement de la définition de la notion de paysage, et que le cœur de la définition, il est dans une autre relation, qui est d'une autre nature. Et c'est la deuxième relation, quelque part, une relation entre un observateur et
et son milieu, quelque part, et son cadre, son étendue de pays, entre une société et son territoire, on pourrait dire plus globalement. Et cette relation, vous voyez qu'elle est d'ordre sensible, puisque l'on perçoit par les sens. Avec le sens de la vue, qui est le sens souverain, mais qui n'est pas évidemment le seul sens de perception de notre monde, en quelque sorte. Et cette double dimension du paysage, c'est là que, d'une certaine manière, est la réponse à nos questions de tout à l'heure. Pourquoi le paysage est la spécialité de la non-spécialité? Pourquoi le paysage change les échelles? Pourquoi le paysage croise, on va dire, les sujets, etc. Parce que reconnaître un paysage, ça va être lire, d'une certaine manière, les relations qui composent ce territoire. Parce que faire du paysage, ça va être établir ces relations, construire ces relations. Et cette dimension, d'une certaine manière, relationnelle du paysage, que j'appelle le paysage est relation. Le paysage est la relation. C'est ça que j'ai mis ici. Le paysage est relation. Ça a des conséquences très importantes pour la compréhension de la notion. D'abord, ça fait du paysage un instrument de médiation, ce qui est absolument fondamental par rapport à la logique de la spécialité, bien sûr, que l'on a évoquée tout à l'heure. Si le paysage est la relation, ça veut dire que ce n'est pas le champ de blé ou de betterave ou je ne sais pas quoi, qui est le paysage. Et ce n'est pas exactement la route qui est le paysage. C'est la relation entre le champ et la route. Ce n'est pas l'activité ou le bâtiment d'activité, ou même la zone d'activité, ni la route nationale. C'est la relation entre cette zone d'activité et cette route nationale. Ce n'est pas ce quartier d'habitation et ce bois, c'est cette relation entre ce quartier d'habitation et ce bois. Et c'est là qu'est la notion de paysage, dans la relation. Et c'est ce qui va expliquer, de certaine manière, pourquoi on déborde le cadre, comme je disais tout à l'heure. Donc ça fait du paysage un instrument de médiation. Pourquoi ? Parce que les acteurs qui sont chacun spécialistes, celui qui est spécialiste du champ de blé ou du champ de betterave, et puis celui qui est spécialiste de la route quelque part, vous allez les conduire au travers de la question du paysage à ce qu'ils aillent aux marges de leurs préoccupations. J'allais dire presque aux marges physiques, au bord du champ et au bord de la route, parce que c'est là que s'opère la relation, et c'est là que s'opère la rencontre, quelque part. Et donc, en décadrant, quelque part, par définition, encore une fois, les champs de spécialité, vous allez amener les gens à avoir nécessairement, à un moment où il va falloir établir la relation, malgré leur spécialisation, avec ceux qu'ils sont invités à côtoyer, en quelque sorte. Voilà, donc c'est une sorte, vous comprenez, ça a des conséquences très profondes, puisque c'est une sorte de décentrement, quelque part, du regard. Bien sûr que celui qui est spécialiste du champ de blé ou du champ de betterave, quelque part, son attention est centrée sur le champ de blé ou le champ de betterave. Son objectif, c'est de produire à partir de ça et de tirer des revenus et de pouvoir vivre de ça. Et puis bien sûr que celui qui est spécialiste de la route, il est centré sur la route, puisque bien sûr, son objectif principal, c'est que les gens puissent rouler à peu près dans des conditions de sécurité et de temps de parcours satisfaisants. Mais en travaillant le paysage, c'est-à-dire la relation entre le champ et la route, et non pas le champ et non pas la route, ce n'est pas le sujet, ils vont être amenés à s'intéresser à la marge de leurs préoccupations. C'est ce qui fait à la fois la force de la question du paysage. Mais il faut bien aussi avoir conscience que c'est aussi ce qui fait sa faiblesse. Être sur la spécialité de la non-spécialité, ça suppose, d'une certaine manière, de construire différemment les politiques de l'aménagement si l'on veut qu'elles soient au service de la qualité. Il faut les penser différemment. Et donc, aujourd'hui, on n'est pas dans cette pensée-là, parce qu'on est dans une pensée sectorielle, bien sûr, c'est tellement plus simple, bien sûr. La deuxième conséquence que ça a, le paysage comme relation, c'est que ça fait du paysage un instrument de projet. Alors, c'est assez facile à entendre, et on l'entend tous les jours dans les écoles du paysage, dans les écoles d'architecture, dans les écoles d'urbanisme, etc., etc. Mais prenons conscience du fait que parler de projet de paysage, c'est quelque chose qui est paradoxal pour le commun des mortels. Pourquoi ? Parce que pour le commun des mortels, le paysage, il existe de toute façon, quelque part. Ça fait des milliers d'années, quelque part, que l'on
transforme le territoire, donc le paysage est là. Nous, on va intervenir sur un temps donné dans cette évolution-là. Le paysage se transforme. Il a toujours existé sans qu'on ait un projet quelque part ou sans qu'on ait un plan derrière dans la tête. Quel besoin d'aller faire un projet pour le paysage? Vous comprenez? La nécessité vient du fait que cette réflexion et cette façon de penser l'aménagement de façon sectorielle ou spécialisée, comme on dit, complexifie énormément notre relation au monde, la découpe, bien sûr, le rend sans doute efficace, mais terriblement efficace, avec des moyens d'action démultipliés. Aujourd'hui, vous pouvez déplacer les montagnes, vous pouvez raser une montagne et la reconstruire à côté, vous avez les moyens techniques de faire ça. Vous n'êtes plus inféodé, de certaine manière, comme on l'a été pendant des milliers, jusqu'à une époque très très récente, à des limites techniques fortes qui vont faire que le dialogue va s'instaurer. Le dialogue peut ne pas s'instaurer. S'il faut raser la montagne, on rase la montagne, on n'a pas besoin de dialoguer avec elle. On peut aujourd'hui aussi construire, en faisant faire venir ces parpaings de Chine, on n'a pas besoin de construire comme on a eu jusqu'à une période extrêmement récente, nécessité de construire avec les moyens du bord, c'est-à-dire les moyens sur place. Donc le dialogue, quelque part, s'instaurait par nécessité entre le bâti ou la construction qu'on allait sortir de terre et le site lui-même. Là aussi, le vertige de la liberté, la nécessité ne fait plus loi, quelque part, et le hasard s'impose. D'accord ? Le hasard prime sur la nécessité aujourd'hui. Mais ce hasard, quelque part, va nous conduire à des résultats très hasardeux en matière de paysage, si on n'inverse pas le processus de production de paysage. C'est-à-dire si on ne renverse pas complètement la façon dont on a produit jusqu'à présent le paysage, non plus le paysage comme le produit involontaire, hasardeux, des actions des uns et des autres dans le champ, chacun dans son champ d'intervention, de certaine manière, non pas le produit hasardeux, mais la cause commune. Et donc le paysage n'est plus la conséquence fortuite, mais la cause commune. On en fait un principe de causalité, on pourrait dire, de certaine manière, c'est-à-dire qu'on le renverse complètement, le regard et la perspective sur la notion de paysage, pour qu'il devienne non plus conséquence, mais projet, hein, bien sûr. Voilà. Donc ces conséquences-là sont profondes. Alors on peut essayer de rentrer un tout petit peu plus de façon théorique là-dedans, puis après on illustrera vers la dimension de l'archipel. Le paysage comme relation, donc si on caricature totalement la notion, on comprend qu'effectivement le territoire est fait d'un écheveau de relations qu'on peut hyper simplifier et schématiser en disant que voilà, il y a du non bâti, des espaces agricoles, des espaces forestiers, des espaces naturels, à l'intérieur desquels il y a plein de relations évidemment très particulières, du bâti, des habitats, des activités, des équipements, etc., à l'intérieur desquels il y a beaucoup de relations, des infrastructures au sens large du terme, et que l'ensemble de ces relations, à l'intérieur de ces trois grands systèmes, construit une partie de la question du paysage comme relation, l'autre partie étant bien sûr la relation de ce territoire avec les hommes, habitants, passants, visiteurs, touristes, etc., etc., et bien sûr acteurs de l'aménagement. Le paysage comme relation. Et le paysage comme projet, la relation comme projet de paysage, va être, d'une certaine manière, tout ce qui vient transformer le territoire, qui va s'inscrire dans cet écheveau de relations, reconnu, identifié, lu. On va reparler de la question de la lecture du paysage. Donc, les nouveaux espaces de non bâtis, de nature au sens large, le nouveau bâti, quel qu'il soit, les nouvelles infrastructures, etc. Et bien sûr, les relations de différents ordres qui vont s'établir entre les hommes et ce territoire qui se transforme. Alors, les échelles, on a vu tout à l'heure le territoire, le trottoir, etc., etc. Et les échelles, on dit dans quel sens prendre tout ça? Les échelles, on voit bien qu'en fait, on y travaille sur la question des relations à toutes les échelles, bien sûr. Il n'y a pas la grande échelle ou la petite échelle, d'ailleurs souvent c'est inversé, qui serait à faire en premier et en second, ce serait une vision extrêmement théorique. La réalité des choses, c'est qu'entre l'échelle de Plompier et l'escabeau de je ne sais pas quoi, vous avez différentes façons de travailler les échelles. Vous pouvez les travailler en coulisses, si j'ose dire, ou vous servir de la petite échelle pour soutenir la grande échelle. Ça marche dans les deux sens, évidemment. Alors c'est important parce que l'échelle, quand même, j'ai l'air d'évacuer la question, c'est quand même une question importante. On a quand même
identifier ici 4 échelles principales, le territoire, le site, le lieu et l'objet, quelque part. Ces 4 échelles renvoient, en termes de contenu sur les approches de projets de paysage, à différents concepts qu'on retrouve ici, c'est-à-dire qu'à l'échelle du territoire, je vais en reparler, la question de la charpente paysagère, de l'armature paysagère, de la trame paysagère, vient dessiner cette relation des hommes à leur territoire. À l'échelle d'un site, on va être beaucoup sur la question du décloisonnement des champs sectoriels de l'aménagement, chacun travaillant la relation de sa spécialité avec sa voisine, si j'ose dire. À l'échelle du lieu, l'espace public, majeur sur les questions évidemment de paysage. À l'échelle de l'objet, on pourrait dire l'architecture, le design, etc., qui viennent là aussi travailler la relation au contexte. Cette façon, d'une certaine manière, de schématiser en quelque sorte le paysage comme relation renvoie vers des valeurs fondatrices, l'équilibre, la cohérence, la cohésion, l'harmonie, vers des projets de paysage qu'on appellera plans, chartes de paysage, projets urbains, etc., maîtrise d'œuvre plus globalement. Et par analogie, pour essayer de bien faire comprendre ces 4 modes, d'une certaine manière, d'action sur le paysage, par analogie, je renvoie ici à la question de l'écriture. C'est pour ça que j'ai mis écriture de la Terre, c'est une image connue, d'une certaine manière, du paysage, à l'écriture qui obéit, d'une certaine manière, à des règles qui peuvent être simples ou qui peuvent être complexes, mais ces règles vont garantir la lisibilité, quelque part, de ce que vous voulez exprimer. Et nous sommes dans cette question de la lisibilité du monde qui nous entoure. La lisibilité, c'est quelque chose de profond, bien sûr, puisque ça va être le sens, la dimension compréhensible du monde qui nous entoure. C'est ça la question du paysage, c'est pour ça que c'est fondamental. Et donc, on fait ici une sorte de parallèle, en quelque sorte, entre ces éléments qui construisent le projet de paysage et la question de la lecture du paysage, la mise en page garantit une forme de lecture de paysage, de lisibilité, bien sûr. S'il n'y a pas de mise en page, vous ne comprenez plus rien. C'est l'armature paysagère, c'est la charpente paysagère. La grammaire qui associe les mots, qui va, on va dire, je ne sais plus quelle est l'expression qu'on emploie pour parler de la... Voilà, qui va conjuguer, voilà, qu'on va conjuguer les éléments, les mots les uns par rapport aux autres, c'est la conjugaison, quelque part, des différents champs sectoriels de l'aménagement. Et cette conjugaison, quelque part, elle est complétée par les conjonctions de coordination, c'est-à-dire ces fameux mésoédons cornicars en langue française, ces petits mots qui n'ont l'air de rien, mais qui garantissent la compréhension globale de la phrase que l'on exprime. Si j'enlève ces petits mots, faites l'exercice, vous ne comprenez rien à ce que vous racontez. Donc, ils jouent un rôle aussi majeur pour la compréhension du monde qui nous entoure, ce sont les espaces publics. Et ensuite, bien sûr, votre choix de police de caractère, de taille de police, etc., qui renvoie à la forme d'écriture même, à l'architecture, au design, etc., etc. Alors on peut s'amuser à faire ça, bien sûr de façon extrêmement simple. Vous voyez, ici, vous arrivez à lire quelque part le paysage assez facilement. Ici, c'est plus compliqué. Ici, c'est ce qui se passe lorsque vous construisez partout de façon continue sans jamais donner d'espace aux choses ou aux éléments les uns par rapport aux autres. Ici, vous êtes dans la répétition, c'est-à-dire vous faites le copier-coller, toutes les maisons de lotissement qui sont pareilles, etc. Ça ne produit pas de sens, ça n'a aucun sens. D'accord ? Voilà, etc. Et on peut arriver à des situations extrêmement complexes, d'une certaine manière, parce qu'il n'y a pas les quelques règles, d'une certaine manière, qui guident la question de la lecture du paysage. Juste pour évoquer quelque chose, ça vous renvoie vers apparemment autre chose, en fait on est en plein dans la question. C'est la question pour évoquer le fait que la lecture du paysage est une lecture dynamique qui interroge le projet et qui interroge essentiellement les relations entre les choses, et c'est ça qui donne sens au monde qui nous entoure. Je l'évoque ici par une carte postale de 1910 prise à Marseille
Voilà. Et l'image d'après, ça va être le même lieu, pris en 1998. On avait demandé à Florence Morisot, qui est une paysagiste, qui est aussi photographe, de faire une mission de reconduction de photographie ancienne sur le territoire des Bouches-du-Rhône, où j'étais paysagiste conseil, de façon à ce qu'on lise d'une certaine manière, qu'on lise l'évolution du territoire. Et donc il y a cette situation en 1910, c'est l'époque des cartes postales, c'est l'époque où on s'envoie des cartes postales comme on s'envoie des MMS aujourd'hui, c'est une image, c'est nouveau. Voilà, donc il y a beaucoup de cartes postales. On comprend, on voit ici effectivement un objet qui est un objet commémoratif, un monument, d'accord, qui ici fait l'articulation, d'ailleurs son plan est court, entre une perspective qui part d'un côté, une perspective qui part de l'autre, une présence d'arbres qui est en correspondance de hauteur, de dimension, etc. avec le monument, tout simplement. Et sur l'image d'après, qui est le même endroit, vous reconnaissez le monument, quelque part, l'objet est resté, mais les relations de l'objet à son contexte ont été coupées au sens propre en l'occurrence d'ailleurs, mais ont été cassées en quelque sorte. Hein. C'est-à-dire que cet objet existe toujours, bien sûr, mais il n'a plus beaucoup de sens, il perd son sens. Pourquoi ? Parce qu'il avait un sens, d'une certaine manière, le sens quasiment de l'orientation, je dirais presque, hein, le sens premier, mais un sens de signification aussi dans la ville, qui était lié aux relations qu'il entretenait avec son contexte. Donc vous pouvez avoir l'impression de préserver ou de protéger, en ayant préservé ou protégé l'objet, mais si vous n'avez pas préservé ou protégé la relation de cet objet avec son contexte, le paysage comme relation, vous perdez le sens de la présence de cet objet dans le monde qui nous entoure. Et du coup, il gêne quelque part. Il faut que les taxis aillent stationner par là, il faut que la route fasse le tour, etc. Si on avait pu le démolir, ce truc, on aurait été débarrassé une bonne fois pour toutes, vous comprenez ? Donc, on renvoie à la question du sens comme signification en travaillant la question du paysage comme relation. C'est donc une question majeure, fondamentale, qui intéresse tout le monde. Spécialité de la non-spécialité. Et quelque part, par rapport à ces concepts de développement durable, il faut reconnaître que si l'on comprend fondamentalement ce qu'est le paysage comme relation, effectivement, il est le moyen de mettre en relation les logiques économiques, les logiques environnementales, les logiques sociales, ce qui fonde le développement durable en tant que concept mis en évidence à partir des années 80 et on va dire, développé à partir du sommet de Rio de 92. On arrive à la notion de territoire archipel. Comment y arrive-t-on ? Je vais plutôt vous le raconter sous forme historique, d'une certaine manière. Comment on a évoqué la question de l'archipel ? En fait, il y a quelque chose de compliqué lorsqu'on s'adresse à des politiques pour leur faire comprendre quelque part que leur territoire est composé aussi bien d'éléments évidemment bien visibles, bien tangibles, bâtis, construits, la zone d'activité, les quartiers d'habitation, etc. Évidemment d'infrastructures, de réseaux, etc., etc. Et aussi d'espaces non bâtis qui est malheureusement laissé généralement blanc sur une carte, sur un document d'urbanisme. Cette représentation, en laissant en blanc quelque part ce qui n'est pas bâti, notre fameux champ de blé tout à l'heure, le champ de betterave, ou notre friche, ou notre je ne sais pas quoi, enfin bref, notre espace ouvert tout simplement, introduit de certaine manière une distorsion considérable dans la perception et du coup dans la projection du territoire. Alors le territoire archipel, comment est-ce que c'est venu ? C'est venu comme toujours par des situations de rencontres, bien sûr, de relations si j'ose dire. De rencontres, dans les années 90, on travaille à la fois avec Jacques Sgard, qui est un paysagiste que certains d'entre vous doivent connaître, parce qu'il s'est investi parmi les premiers sur les questions du paysage comme territoire, comme projet territoire. Et on travaille donc avec Claire, avec Jacques Sgard, autour de la révision du document d'urbanisme, le SDRIF, le schéma directeur de la région Île-de-France, qui date de 1994, et qui est un document d'urbanisme important à l'échelle nationale, celui de 1994, parce que c'est la première fois qu'il reconnaît l'espace agricole comme constitutif du territoire de l'Île-de-France, ce qui paraît incroyable, mais nous sommes il y a 20 ans,
Et il y a 20 ans, c'est la première fois que l'espace agricole apparaît en tant que tel dans la légende du schéma directeur. On travaille là donc, et on doit caractériser les grands paysages, identifier les enjeux, etc. À l'échelle de la région Île-de-France. Un peu grand, mais on essaye de s'en sortir. Mais on travaille parallèlement à l'échelle du département des Hauts-de-Seine pour l'État. Et on est dans le département qui est, à l'inverse, d'une certaine manière, de l'ensemble de la région de France, où les espaces non bâtis jouent avec les espaces bâtis. On a l'impression d'être dans le bâti continu. C'est le département le plus urbanisé de France après Paris. Et puis, en même temps, je travaille à l'école du paysage pour monter les ateliers régionaux qui sont naissants à l'époque. Et je côtoie pour ça Pierre Donadieu, qui est le responsable de la 4e année de l'école du paysage. Et donc, c'est dans ce cadre-là qu'on doit développer la question des ateliers pédagogiques régionaux, cet exercice qui consiste à faire travailler des étudiants sur des vraies commandes dans leur dernière année d'études. Et Pierre Donadieu est sensible à la question agricole, il est géographe, etc., etc. Et on a des discussions, etc. Puis je dis à Pierre, en fait, il faut qu'on arrête de parler d'agriculture périurbaine. Parce qu'en fait, le péri quelque chose, quelque part, cette vision centrée des choses, génère, d'une certaine manière, des modèles de développement qui produisent des continuités. Le modèle que je dirais continental, en quelque sorte, du développement. Je vois mon centre, quelque part, et je le vois grandir. Et à la limite même, par économie d'espace, il va falloir que je bouge tous les petits vides qui font, en fait, ma vie, qui font, en fait, mes relations, quelque part, mes espaces publics, ma fameuse conjonction de coordination, tout ça, etc., ma trame, dont je parlais tout à l'heure, il vaut mieux que je la bouche à l'échelle de mon grand plein central bien dense, pour mieux protéger mes espaces agricoles, naturels, etc., très loin de mon centre, en périphérie quelque part. Et en procédant dans ce raisonnement-là, à l'échelle d'une région comme ça, on a le risque, bien sûr, de poursuivre le processus de continentalisation, si j'ose dire, c'est-à-dire l'urban sprawl, comme on dit en anglais, là, le spread, l'étalement quelque part, qui va se poursuivre parce qu'on raisonne toujours à partir du centre dans son développement. Comment prendre, d'une certaine manière, le contre-pied de cette tentative-là, de cette tentation-là qui est permanente, d'une certaine manière, en introduisant le concept d'archipel. Qu'est-ce que ça veut dire, l'archipel? Archipélagos, la mer principale. Ce qui est principal, c'est la mer. Ce qui existe d'abord, c'est l'espace non bâti. Une dimension qui nous est familière aujourd'hui dans les approches paysagistes, mais nous sommes en 94, quelque chose comme ça, et c'est quelque chose qui n'est pas du tout encore intégré dans les esprits. Donc c'est quelque chose de nouveau, voilà. Et donc c'est dans un article de 1900, qui a 20 ans exactement, qui paraît dans P+A, Paysage et Aménagement, que je développe ce concept d'agriculture urbaine, c'est-à-dire de dire arrêtons de parler de périurbain. La notion, dans le paysage comme relation, le péri n'a pas de sens en fait. Chaque périphérie est une centralité et renvoie la centralité dans une périphérie quelque part. Vous voyez ? Et donc, si on en donne du poids à l'espace non bâti, il faut que nous regardions l'agriculture comme urbaine et non plus comme péri-urbaine. Sinon, elle perdra, d'une certaine manière, son existence et sa raison d'être, parce que la centralité continuera à croître dessus. Regardons l'agriculture comme une centralité, une question centrale. Les espaces non bâtis en général, je dis espaces agricoles, parce que c'était un enjeu évidemment majeur pour l'Île-de-France, mais les espaces non bâtis en général. Donc, arrêtons de regarder ça comme du vide, regardons-les comme des espaces en soi. Une dimension de démarche qui est bien sûr beaucoup plus connue aujourd'hui, qui a été notamment médiatisée par le travail du SCOT d'Alfred Peter sur Montpellier, mais c'était en 2005, c'était 10 ans après. Et donc c'est important de voir où ça naît, d'une certaine manière. Comment ça naît? Par ces rencontres, d'une certaine manière. Également, à la même époque, est forgé le concept même d'archipel, donc agriculture urbaine. C'est la première fois qu'on emploie le mot agriculture urbaine pour du développement, en termes de questions de développement spatial, si vous voulez, de l'aménagement. Et à la même époque, dans le cadre d'une espèce de conférence, un peu comme ça, mais pour le CIE de Loire-Atlantique, je développe le concept de ville archipel, en réaction, de certaine manière, à la tentation
dans ce département, je me souviens très bien, l'idée de se dire il faut que Nantes se rapproche de Saint-Nazaire se traduisait dans l'esprit des politiques par un mariage quasi physique de l'urbanisation entre Nantes et Saint-Nazaire. Je pense que vous voyez la distance entre Nantes et Saint-Nazaire, puis il y a quand même un estuaire qui suit tout ça, etc. Et il y a surtout une route nationale, 165, et ça justifie en quelque sorte des développements linéaires pour raconter qu'on allait rapprocher en quelque sorte Nantes et Saint-Nazaire. Et donc il a fallu faire comprendre que l'espace non bâti était un moyen de penser la relation entre deux agglomérations, deux métropoles en développement, etc. Et donc ce concept de ville-archipel est venu pour arriver à qualifier l'espace non bâti comme étant principal, archipélagos, la mer principale. Voilà, c'est venu comme ça. Alors, ce que je vous propose pour avancer quand même, parce que je pense que le temps tourne, même si je n'ai pas de montre, l'archipel. Donc, ce que je vous propose, c'est de regarder les projets qui vont nous permettre de dessiner le territoire archipel à partir d'exemples. D'abord, bien sûr, la mer, puisque c'est la mer, sujet principal de la question du territoire archipel. La mer, regarder la mer, regarder l'espace qui n'est pas bâti, etc., c'est constituer, lire, déterminer, identifier, dessiner la charpente paysagère. Et le mot charpente, quelque part, renvoie à la construction, bien sûr, ce qui nous intéresse. Parce qu'il s'agit de construire, de certaine manière, le développement du territoire sur des bases que l'on solidifie, en quelque sorte. Charpente paysagère, un exemple autour de la métropole bordelaise, puisque dans les années 90, dans cette période où l'on élabore ces concepts, on est amené à travailler sur la métropole bordelaise pour, d'une certaine manière, répondre à des besoins et des demandes pressantes de la part des politiques sur Bordeaux et son contexte à l'époque. Bordeaux a énormément évolué en 20 ans, mais nous nous projetons 20 ans en arrière, là. Il y a 20 ans, Bordeaux perdait des habitants. La ville de Bordeaux-Centre perdait des habitants. Elle n'avait aucune attractivité. Le modèle, c'était l'étalement, mais maximaliste sur Bordeaux, parce que c'est une des villes les plus horizontales de France, quelque part. On n'a pas la culture de l'étage, hein, on construit maison rez-de-chaussée, et on y va. En plus, c'est de l'espace qui n'est pas très valorisé en tant que tel. Ce n'est pas vraiment une forêt, la forêt landaise, c'est une culture d'arbres, hein, c'est comme ça qu'ils disent. Et donc, on s'étale. Et la ville, d'une certaine manière, est dévitalisée quelque part. Il s'agit donc pour Francis Cuillier, qui est en charge du schéma directeur, qui est urbaniste et directeur de l'agence d'urbanisme de Bordeaux, de nous demander, d'une certaine manière, comment contrebalancer, d'une certaine manière, et arrêter ce processus de consommation d'espace, d'extension, d'une certaine manière, par la centralité, sur des périphéries toujours plus lointaines. D'arrêter de considérer le contexte bordelais comme une périphérie. Pour ça, il faut le repenser comme une centralité, redessiner ces espaces non bâtis, leur redonner une valeur d'image, leur redonner une valeur d'usage, bien sûr, pour la population, jusqu'au cœur de la ville de Bordeaux. Donc c'est ça la question. Bien sûr, ce n'est pas la seule, évidemment, au travers du schéma directeur qui sort en 1999. C'est encore un schéma directeur, puisque c'est avant la loi SRU, qui est sortie en 2000. Mais c'est là que le concept de charpente paysagère se forge et se dessine. Donc, quelques schémas à l'époque, comme on est dans les années 90, on n'est pas encore trop informatisé, donc on dessine encore sur des grands draps de bain de calque et de dessin à la main. Et donc, ce dessin, que Claire connaît bien, elle a dû transpirer dessus un moment, nous permet de faire émerger de certaine manière cette charpente progressivement par l'identification de sites que l'on reconnaît les uns par rapport aux autres. Ça peut être, alors on a appelé ça des espaces naturels urbains, des points d'ancrage des grands paysages, c'est ça, là, les points d'ancrage des espaces naturels urbains qui apparaissent en vert, etc. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais c'est cette charpente qui se dessine, voilà, qui est identifiée sur le territoire et qui va finir par dessiner voilà. Et ça fait apparaître la valeur d'espaces qui sont complètement en milieu urbain. Ça, c'est dans la ville de Bordeaux. C'est le ruisseau de l'Aubourde. C'est en pleine métropole bordelaise. On a l'impression d'être au bord d'une rivière asiatique ou je ne sais pas quoi.
Ça, évidemment aussi, hein, vous comprenez bien, on le perçoit mieux, évidemment, avec le contexte bâti que l'on aperçoit autour. Mais ça aussi, la vigne peut avoir une telle valeur qu'elle est citadine, la vigne. Sauf qu'elle est en situation d'espace assiégé. Vous avez des barrières militaires qui entourent la vigne dans Bordeaux, parce que chaque grain de raisin vaut cher. C'est du Pape Clément, c'est du Haut-Brion, etc., pour les amateurs de grands vins. Et c'est cette valeur économique, évidemment, du vin qui résiste, d'une certaine manière, à l'urbanisation de ce genre de terrain. Mais pour que l'espace agricole devienne paysage agricole urbain, qu'est-ce qu'il va falloir travailler? La relation entre la ville et la vigne, quelque part. D'où le concept de vigne citadine ou de vigne urbaine et la nécessité d'investir les projets et les investissements généraux sur les limites, d'une certaine manière. Non pas parce qu'on sait qu'on ne donnera pas accès à ces espaces-là, mais on peut au moins, d'une certaine manière, rétablir une forme d'aménité, de relation amène, agréable, entre la ville et ces espaces agricoles urbains, pourrait-on dire. Voilà. Après, ça peut se schématiser en dessin, je passe très vite, y compris dans les relations avec la forêt, y compris dans les relations industrie et nature. On a parlé de nature industrielle dans ce schéma directeur, ce qui était assez provocateur, bien sûr, mais c'était pour expliquer que, par nécessité, les industries, le développement industriel devait se marier avec les espaces de nature qui sont les espaces non habités. Et donc les risques, quelque part, sont réduits en termes de population. Et c'est en fait, c'est tragique, mais c'est vrai, c'est l'accident d'AZF en 2001 qui a permis de faire complètement passer le concept. C'est-à-dire qu'effectivement, AZF, c'était une installation industrielle qui était au départ en situation non bâtie, de nature, on va dire, qui s'était fait rattraper par la ville. Et c'est ce rattrapage par la ville, cette non-gestion de la relation entre industrie et nature et ville, quelque part, qui avait généré la catastrophe avec pertes humaines et traumatisme. Alors après, ça peut se dessiner en carte. Alors, on a retravaillé plus en expertise sur le SCOT de la métropole bordelaise, qui a été approuvé en 2012, donc 10 ans après, ce qui a permis de redécider les choses, évidemment, de façon plus précise, de préciser les concepts, c'est surtout de préciser la spatialisation de ces concepts, de façon à ce que les résultats opérationnels soient davantage mis en œuvre. Voilà, donc je passe rapidement aussi. Et bien sûr, les coupes vont expliquer la relation, par définition, entre ce qui est construit, ce qui est constructible et ce qui restera non construit, dans le cadre d'un schéma directeur, relation avec les espaces d'eau, d'agricole ou forêt. Ce qu'il faut comprendre, c'est que l'armature paysagère, la charpente paysagère, intéresse les espaces non bâtis, tous les espaces non bâtis. C'est pour ça que tout à l'heure, j'avais cette espèce de schéma là où on voyait l'armature paysagère et puis les espaces publics, etc. Ici, nous sommes sur le nord de Paris. Vous voyez, Paris est ici et Roissy est ici. L'établissement public d'aménagement qui se crée au début des années 2000 nous demande de travailler sur une espèce de plan de paysage de ce territoire hyper complexe qui est la banlieue nord de Paris. Et en fait, on voit comment il y a eu aussi un travail de Jacques Sgard qui est aussi dessus. Après, il y aura un travail de Michel Desvignes, peut-être d'autres paysagistes. En tout cas, à notre échelle, nous intégrons d'une certaine manière, bien sûr, les espaces non bâtis agricoles, de nature, etc., les parcs, les espaces publics, jusqu'au cœur de la cité, au cœur de la ville, quelque part, avec ces points névralgiques, d'une certaine manière, hein, qui sont tous les points que l'on voit, je ne vais pas vous détailler la légende, mais qui nous permettent de rentrer à l'intérieur du tissu bâti. Il y aurait un piège, d'une certaine manière, à ne dessiner la charpente paysagère d'un territoire que, une fois de plus, dans une perception de périphérie. Non, l'ensemble du territoire est organisé par la charpente, jusqu'aux plus petits éléments de la charpente. Vous voyez, une charpente, c'est des éléments très hiérarchisés, très organisés entre eux. Donc, voilà, je passe rapidement.
Un mot, puisque Béatrice Julien-Labruyère est présente, sur le schéma départemental des paysages de l'Essonne. Ce qui était intéressant, parce qu'elle a contribué à faire émerger cette commande et puis a suivi bien sûr son déroulement avec le CUE de l'Essonne notamment, Valérie Kaufmann, etc. La commande est passée par le Conseil général de l'Essonne. Ce qui est intéressant, c'est que parmi les sujets qui sont évoqués dans ce schéma départemental, à l'échelle d'un département tout entier, complexe là aussi, un département qui nous fait passer du continent à l'archipel quelque part, puisqu'en fait on est en limite sud de la région parisienne, avec toute l'urbanisation continue qui arrive et qui rentre dans le département de l'Essonne, et puis toute la discontinuité de l'archipel quelque part, qui se dessine, ou qui doit se dessiner pour les années à venir. Et donc, dans cette espèce de paysage hyper complexe, commence à émerger, ne serait-ce qu'en cartographiant les paysages, les relations entre les éléments, des organisations qui sont à remettre en valeur, redécouvrir, réinventer aussi, et qui aboutissent à un schéma départemental qui permet de faire apparaître beaucoup plus clairement, d'une certaine manière, l'organisation réciproque des espaces qui font le territoire quelque part. On lit par exemple ici sur ce document, bien sûr, les logiques des grands espaces agricoles de la Beauce qui viennent converger vers Paris. On aperçoit Paris en haut, là, avec la Seine qui fait sa boucle. On lit aussi ce continuum d'espaces de nature qui vient faire la relation entre le grand massif de la forêt de Rambouillet et celui de la forêt de Fontainebleau. Et on lit, au-delà de cette cassure, de certaine manière, du plateau qui arrive davantage en situation de plaine où convergent les rivières, les espaces agricoles dont le plus médiatisé peut-être est celui du triangle vert, mais ce n'est pas le seul. Ce qui est intéressant, c'est de le voir fonctionner dans un système, en fait, avec le plateau de Saclay, donc le triangle vert, et les plateaux de Verlogand, Mency, etc., au sud du continent, du continent, espaces qui sont stratégiques pour constituer le territoire archipel, encore une fois. Émerge également la nécessité, dans ce territoire archipel, de développer des pôles, d'une certaine manière, qui avaient été identifiés au départ sur 3 points, pôle d'Orly, le pôle de Massy, le pôle d'Évry. Et l'analyse paysagère, finalement, conduit à retenir aussi le pôle d'Arpajon-Brétigny comme étant structurant pour le territoire de l'Essonne. Si l'on change d'échelle et qu'à l'intérieur de ce territoire, on se projette sur un morceau de ce territoire, comme ici l'aéroport d'Orly, à nouveau, d'une certaine manière, on va finalement conduire la même réflexion. Et c'est pour ça que les échelles sont totalement... la réflexion transcende totalement les échelles. C'est ça, cette démonstration-là que je voudrais faire. En reconnaissant de certaine manière l'extraordinaire complexité du paysage construit autour de l'aéroport d'Orly. La dominante, c'est l'activité qui apparaît en violacé ici sur cette image. Et par rapport à cette dominance d'activité, un poids de demande pour construire de l'habitat, de façon à rapprocher habitat et activité, puisqu'il y a un déficit de logement ici par rapport au nombre d'emplois sur ce pôle de développement. Mais bien sûr, ça met sous pression un certain nombre d'espaces non bâtis, pas forcément ceux des pistes, évidemment, c'est pas là que ça se passera, mais ceux des pistes sont centraux. Simplement, ils s'organisent, ou en tout cas, ils pourraient s'organiser avec une reconnaissance des espaces non bâtis qui commence à constituer finalement la ville archipel jusqu'à l'intérieur de son tissu construit, vous voyez, parce qu'ici on est à 8 km du périphérique parisien, et à condition bien sûr que les choses soient raccordées et que l'on travaille vraiment le paysage comme relation une fois de plus. Donc on va voir les choses très rapidement s'organiser successivement par l'organisation progressive et la reconnaissance d'espaces qui vont assurer la relation de continuité, bien sûr physique, de continuité visuelle, etc., qui vont permettre d'établir l'espace ouvert d'Orly, qui est remarquable en fait, et qui est attractif, comme une centralité intercommunale, jusqu'à l'intérieur des tissus bâtis, une fois de plus, ce qui est très important. Nous continuons sur notre territoire archipel, on a vu la mer, d'une certaine manière, on aborde le rivage, c'est ce que j'appelle la lisière urbaine. Il faut savoir que, là aussi, c'est intéressant de remonter à la source de l'émergence de ce concept de lisière urbaine, parce qu'on voit aujourd'hui ce concept totalement se développer
dans les réflexions aujourd'hui, et c'est tant mieux. Il y a eu récemment un colloque à Narbonne, il y en aura un le 4 février, je crois, c'est sur la question des lisières urbaines aussi, et ça se passera plutôt à Paris. Mais à l'époque des années 90, voilà le rivage, la lisière urbaine, on va faire le parallèle, bien sûr. Le concept, nous le faisons émerger dans les années 90 en travaillant pour l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France. La question qui est posée par l'Agence des espaces verts de la région Île-de-France, c'est dans ce territoire, justement, nord de Paris, entre Paris et Roissy, où est-ce que nous devons établir nos périmètres régionaux d'intervention foncière, c'est-à-dire des périmètres qui permettent à la région, au travers de l'Agence des espaces verts, d'acquérir les terrains, de les soustraire à l'urbanisation, de les aménager pour le public, etc. Et en fait, cette réflexion, à partir de cette rencontre entre la grande agglomération parisienne continue et les autres pôles de développement, vient se faire rencontrer violemment, très violemment aujourd'hui, à l'époque d'une certaine manière, cette masse d'urbanisation de l'agglomération parisienne sous forme de très très grands lotissements et cette masse d'espaces agricoles qui sont des espaces agricoles de production conventionnelle, d'une certaine manière, de céréales. Ce sont les plus riches terres d'Europe. Enfin, c'est la plaine de France, donc c'est très riche. Et donc la confrontation est extrêmement brutale. Et en fait, on essaye de convaincre l'Agence des espaces verts que c'est aux marges, à la rencontre entre ces grandes logiques qui s'opposent totalement, enfin qui s'ignorent totalement en tout cas, qu'il faut porter les efforts d'acquisition et d'aménagement pour construire le paysage de ce secteur-là. Donc dans des formes de l'époque, c'est des dessins de l'époque des années 90, qui sont certainement aujourd'hui un peu naïfs, je pense, mais qui expriment cette idée naissante que c'est aux marges, de certaine manière, qu'il faut en particulier porter l'effort, car c'est là que s'établit la relation proprement dite. À La Réunion, la réflexion est la même, simplement, on a pu la pousser dans le temps beaucoup plus, ce qui fait que, entre ce que l'on a pu dire au travers d'un plan de paysage des années 90, élaboré pour l'ouest de l'île, et ce que l'on a pu faire, il s'est écoulé 10 ans, et pendant ces 10 ans, une maturation s'est opérée. Donc un plan de paysage dans les années 90 qui évoque le concept de lisière urbaine pour un territoire sous très forte pression d'urbanisation, extrêmement fragile, et qui en même temps est irrigué pour l'agriculture. C'est ce concept, qui est purement un concept au stade on le fait inscrire dans le projet d'agglomération, qui contractualise entre l'agglomération, le territoire côte ouest, une communauté d'agglomération, et l'État et la région. Puis, on retravaille ce concept dans la charte paysagère, architecturale et patrimoniale, c'est comme ça que ça s'appelle, de ce territoire côte ouest, où là, on peut enfoncer le clou, convaincre les élus, les sensibiliser à la question, etc. Et ça aboutit à un schéma intercommunal d'aménagement des lisières urbaines, c'est-à-dire un document spécifiquement centré sur la marge, ce qui est en fait le basculement de la révolution conceptuelle, quelque part, du paysage comme relation, vraiment. C'est-à-dire que c'est la première fois, enfin nous, je crois que je n'ai pas vu d'autres cas, de certaine manière, où vraiment la marge était posée comme question centrale. C'est la première fois qu'on le voit. Donc c'est en 2009, et c'est au travers d'un schéma intercommunal spécifiquement élaboré pour travailler la relation. C'est la quintessence de la question du paysage, la lisière urbaine, puisque c'est l'espace qui va marier, parfois même, les contraires. Alors, je ne vais pas développer, mais cette côte ouest, elle est ici. Elle est en train d'être irriguée par la prise d'eau à l'est, où il pleut beaucoup, pour irriguer ces espaces où il ne pleut pas beaucoup. Et cette pression, cette irrigation est sous la pression de l'urbanisation, puisque c'est la côte ensoleillée, la côte où il y a le développement de l'activité économique, et la côte où il y a les quelques plages. Donc tout est fait pour que la pression de l'urbanisation soit extrêmement forte, et le risque est grand de brancher des maisons au bout des tuyaux d'irrigation, plutôt que des asperceurs. Et donc, les lisières, le schéma intercommunal, je le passe, mais vous voyez, c'est donc en 2009 que c'est élaboré, va permettre d'identifier de façon extrêmement précise les secteurs potentiels de rencontre entre les espaces qui vont rester agricoles, les espaces qui sont urbanisés et ceux qui sont prévus
ouvert à l'urbanisation, puis évidemment à élaborer une forme de stratégie globale à l'échelle de l'ensemble du territoire intercommunal d'identification et d'élaboration et de construction de ces lisières. Et puis ce qui est intéressant, peut-être, c'est la dimension de sensibilisation pour évoquer de façon lisible et sensible aux élus, notamment, les choix d'aménagement possibles, avec des scénarios d'évolution. Je passe un peu vite, hein, mais voilà, on est dans des situations d'existants et de projection selon qu'on irrigue ou pas les terres, d'ailleurs, ici dans une vision pas irriguée. Et là, le même secteur dans une vision irriguée, pour montrer jusqu'à quel stade et quel point et où et comment peut s'instaurer la relation entre ces espaces bâtis ou à bâtir et les espaces de nature. Ça aboutit à des schémas de stratégie, de positionnement, de dimensionnement, de chiffrage, et à une traduction dans les opérations de ZAC en cours. Comment les ZAC peuvent intégrer le concept de lisière urbaine pendant le temps même de leur élaboration. Donc, par exemple, ici, vous avez une ZAC pour aller construire un quartier dans ce secteur-là. Comment faire exister la lisière et son raccordement dans le projet? C'est évidemment pas facile d'intervenir dans des ZAC en cours, mais c'est une façon d'ancrer, en quelque sorte, dans l'opérationnel, dans l'urbanisme opérationnel, la réflexion lisière urbaine. Et on le traduit aussi dans le document d'urbanisme SCOT, de façon à le traduire dans l'urbanisme réglementaire, cette fois. Donc cette double traduction nous permet d'ancrer, en quelque sorte, le concept dans l'avenir, quelque part, dans l'encours, dans ce qui se passe et dans l'avenir. Enfin, on rentre dans notre dernière partie, dans notre visite du concept d'archipel, au travers de deux exemples, d'une certaine manière, où cette fois on va rentrer un peu plus à l'intérieur même des tissus bâtis pour comprendre, d'une certaine manière, comment le concept d'archipel peut se développer autour de la question comme relation, dans ce genre de situation-là. Avec un premier cas d'exemple qui est celui de Montévrain, que l'on a conçu, que l'on conçoit, parce que c'est au présent qu'il faut mettre ça, et Claire en particulier, parce que c'est elle qui suit le travail sur Montévrain, hein, qui guide complètement la réflexion, qui est un travail qu'on mène avec Philippe Madec, l'architecte, et une équipe pluridisciplinaire. Montévrain, je vous le situe rapidement. C'est dans cette fin de continent à nouveau parisien. On arrive sur les territoires archipels, on pourrait dire, et on va rentrer dans la mécanique du développement de ce territoire qui est sous forte pression parce qu'on a tout un établissement public d'aménagement qui est notre maître d'ouvrage pour construire à proximité immédiate de Disney. Pour vous dire, c'est juste à l'ouest de Disney. Sur une commune qui s'appelle Montévrain. Ce qui est important de comprendre, c'est que nous n'arrivons pas du tout en territoire vierge, en quelque sorte, sur ce territoire-là. C'est certes 150 hectares à construire, mais sur ces 150 hectares, la moitié sont déjà partis à l'urbanisation. Et la demande de l'établissement public d'aménagement, c'est de dire mais comment on peut rentrer dans la logique de l'éco-cité, le concept émergent, éco-quartier, éco-cité, etc., par rapport à ce qu'on a déjà lâché, d'une certaine manière, dans ce territoire. Donc c'est extrêmement complexe d'intervenir dans des situations où il y a des coups partis, mais il faut arriver de certaine manière à coudre, en quelque sorte, l'existant, les coups partis et les coups à venir dans une logique d'ensemble. Alors quand on voit ça, on se gratte un peu la tête en se disant comment on va s'en sortir. On était typiquement dans du développement d'urbanisation qui s'est opéré sur du vide. On n'a jamais considéré l'espace non bâti comme pouvant être structurant sur ce territoire-là. D'où ces morceaux, en quelque sorte, d'habitat, d'activité, etc., complètement épars, complètement éclatés, et qui nous posent des grandes questions. Voilà une situation en vue aérienne au moment où on prend en charge ce développement-là. Alors, le changement d'échelle, une fois de plus, nous aide quelque part à comprendre que dans cette situation très complexe qui s'opère par ici, on est en fait dans l'abri, ce qu'on appelle l'abri boisé, qui nous met potentiellement en relation au travers des vallons affluents avec la vallée de la Marne, ses coteaux, etc., etc. La commune de Montévrain se vit comme rurale, ce qui est incroyable, mais c'est comme ça, d'une certaine manière,
que la commune se vit quelque part. Elle n'arrive pas à passer l'idée qu'elle est en train, malgré elle en quelque sorte, de muter complètement dans une disposition urbaine. Néanmoins, on comprend en quelque sorte que le Montévrain historique, quelque part, est effectivement raccordé à des espaces de nature et se vit encore comme raccordé à des espaces agricoles en mutation extrêmement rapide. Et on comprend aussi que les nouveaux quartiers qui vont émerger pourraient peut-être s'inscrire mieux dans ce contexte, et notamment ce contexte déjà bâti, et cette représentation aussi presque mentale, puisqu'elle est encore réelle, mais elle est quand même de plus en plus mentale, de la commune avec cette réalité d'espaces agricoles, qui sont des espaces agricoles riches, à condition qu'on sache reconnaître la valeur de ces espaces. Donc, on identifie notamment un secteur clé qui va nous permettre de mettre en articulation le développement urbain traditionnel, d'une certaine manière, qui s'est opéré au nord, et puis le développement en cours, typique de ville nouvelle en quelque sorte, qui est en train de partir au sud. Et cet espace fédérateur, on propose que ça devienne un cœur qu'on appelle un cœur agri-urbain. C'est-à-dire de réserver 30 ou 40 hectares d'espaces agricoles qui ne vont pas être construits, mais autour duquel on va construire et qui va permettre, de cette manière, de fédérer, d'organiser, de donner sens à ce développement extraordinairement disparate, de le raccorder à la fois donc entre quartiers nouveaux et quartiers déjà existants, de le raccorder aussi physiquement au travers de vallons vers les éléments patrimoniaux que peuvent être les forêts, les vallons, les forêts, la vallée de la Marne, bien sûr. Voilà comment émergent les choses de façon complètement schématique au départ, bien sûr, et comment, en zoomant un petit peu, on comprend un petit peu mieux voilà, les enjeux, avec l'idée, bien sûr, qu'autour de ce cœur agro-urbain, qui va constituer un morceau de cette ville, les relations soient les plus riches et complexes possibles entre le développement et ce cœur qui restera non bâti. Économiquement, le jeu, c'est de faire la démonstration que nous sommes à somme nulle, c'est-à-dire que le fait de soustraire 30 ou 40 hectares à l'urbanisation n'enlève pas 1 mètre carré de droit à construire. Ce qui suppose bien sûr une vision un peu plus dense des quartiers par rapport à ce qui avait été programmé sur l'ensemble de l'espace au départ. La lisière va jouer un rôle considérable, d'où ces dessins qui composent progressivement la relation entre le développement à venir de l'urbanisation et les espaces agricoles en place. On les voit apparaître ici. L'idée aussi, c'est que des intensités d'usage puissent se développer sur cette lisière, comme par exemple des équipements, on va les voir de différentes natures, et que bien sûr, on ne s'établisse pas en front étanche, puisque la relation serait affaiblie de certaine manière, mais plutôt en porosité, en profondeur, en peigne, etc. On peut dire ça comme on veut, de façon à, j'allais dire, féconder la ville au maximum à partir de cette reconnaissance de lisière et d'espace agri-urbain central. On le voit apparaître dans cette organisation successive, les images de référence de départ, qui permettent d'expliquer les appropriations possibles, les usages possibles de cette lisière de façon à ce qu'elle soit vivante. Et pour cela, la programmation des équipements repensés sur cette lisière, que ce soit des terrains de sport, comme on a vu tout à l'heure, une ferme pédagogique, des équipements, y compris des collèges, etc. Voilà, les équipements. Bien sûr, à partir de là, s'organise le développement urbain proprement dit, toujours à partir des espaces non bâtis, on va le voir au travers des propositions qui sont faites successivement. Je vais passer très très vite. Le cœur agro-urbain, on le voit se dessiner ici. On voit comment il se raccorde au vallon occupé et géré par la ferme des Corbins. Et puis comment, quelque part, les espaces se ramifient, on va dire, à partir de ce cœur, comme un peu les artères, les veines, à partir d'un cœur sanguin, si j'ose dire. Avec tout le jeu des différents espaces qui vont composer progressivement cette armature, bien sûr après la programmation des équipements du bâti, celle des déplacements, des mobilités,
et finalement l'ensemble de l'espace qui va permettre d'organiser à l'intérieur de cette armature, avec cette lisière, avec ce cœur, le développement urbain proprement dit, en essayant de lui donner sens au maximum. Après, bien sûr, la déclinaison, le projet de maîtrise d'œuvre des espaces publics, au sens presque plus classique du terme, mais on voit qu'il rentre comme ça dans les tissus bâtis à partir de ce cœur. Dernier projet, puis je m'arrêterai là, pour évoquer la question de l'archipel à l'intérieur même des espaces bâtis. Le projet urbain de Saint-Paul, on revient sur la Réunion et on se positionne ici, sur Saint-Paul. Une ville qui est posée entre l'océan et l'eau douce, ça c'est un marais, c'est une lagune en fait. Et sur ce secteur-là, on voit mieux ici peut-être le secteur en jeu. Il s'agit, à partir de cette route qui existe, de faire en sorte de décharger le littoral, qui est touristique, pour créer cette fameuse route qu'on a vue tout à l'heure, qui traverse le fameux Cap Laousset qu'on a vu tout à l'heure. Que se passe-t-il au niveau de la ville ? Cette question est très importante et très délicate, en fait. Là, voilà la ville, on la voit mieux ici par rapport à ces espaces non bâtis. Ce sont des zones humides, complètement différentes de la savane qu'on a vue tout à l'heure. Mais il y a beaucoup d'enjeux là-dedans. Comment réussir la présence d'une route pareille dans une ville aussi, dans un site aussi contraint? Comment desservir la ville? Comment inscrire un viaduc très long de 950 mètres qui va devoir monter la falaise? C'est vraiment la mission impossible au départ. Comment préserver les zones inondables qui sont classées en réserve naturelle? Il y a aussi le site classé de la ravine Bernica. Et puis, il y a une tranchée en tête du viaduc de 950 mètres de long qui doit se faire dans la falaise, parce qu'on n'arrive pas à la hauteur de la falaise. Bref, il y a beaucoup de questions qui sont compliquées. Alors, c'est un travail sur 12 ans, et la durée compte, bien sûr, pour arriver à ce que les choses puissent se réaliser le mieux possible par rapport à tout ce qui peut arriver en 12 ans, comme imprévu, contraintes financières, contraintes techniques, etc., etc. Je vous en passe sur les détails. Le plus important dans cette situation-là, pour arriver à tenir dans le temps, c'est bien sûr de tenir quelques principes et de les garder. L'armature, on pourrait dire. Premier principe, si c'est un site urbain, c'est un échangeur urbain. Et là, on voit bien comment, d'une certaine manière, la pensée périphérique, qui renvoie les questions dans des périphéries, est perturbatrice pour nous. Et considérer cette périphérie de la ville comme une centralité a permis de reposer les choses. C'était vu comme une périphérie parce que ce n'était pas de la ville et qu'on arrivait à passer aux marges du site classé et aux marges de la réserve naturelle. Donc c'était un bon endroit parce que c'était aux marges, dans la quelque chose, périphérie de site classé, de ville, etc. Et donc dans ces endroits qui sont vus comme des vides ou comme des résidus en quelque sorte, on a tendance à faire n'importe quoi. En centrant l'attention sur la relation entre tous ces éléments, la ville, son site classé, ses espaces de nature, entre ces quartiers aussi, parce qu'il y a plusieurs quartiers, reconnaissance du territoire archipel, on va évidemment complètement changer la façon dont les choses étaient parties. Elles étaient mal parties, parce qu'entre la ville qui est en haut sur cette image et le site classé et la réserve naturelle, ce qui était prévu, bien sûr, c'était ce qu'il fallait pour qu'une route passe bien, avec tous les échangeurs qu'il fallait pour que la route passe bien, c'est-à-dire un système à 3 niveaux, avec une 2x3 voies là-dedans. On n'a pas pu réduire la largeur de la voie, par contre, on a complètement réinterrogé la question de la desserte, c'est-à-dire celle des relations d'ailleurs, en disant qu'il fallait principalement que ça serve d'entrée de ville à Saint-Paul, et donc l'échangeur pouvait se limiter à ça. C'est exactement la même échelle, les deux images. L'échangeur ici prend tout, et ici, il prend ça, en fait. Et en fait, l'espace libéré nous a permis de repenser d'autres formes de relations, pas simplement routières, mais aussi visuelles, mais aussi par les circulations douces, bien sûr, mais aussi par les usages, qui allaient pouvoir prendre une autre qualité, à condition qu'on ne soit pas dans le mono spécifique, objet routier, logique routière, liaison routière. Voilà, un zoom d'une certaine manière. Donc l'échangeur urbain, il est devenu ça, une espèce de truc sous la route des Tamarins qui s'est créé, qui passe à gauche ici sur cette image. Ça, c'est au moment des chantiers de plantation. Le deuxième principe, c'était de rendre Bernica au Saint-Paulois. Qu'est-ce que ça veut dire? Le site classé de Bernica,
C'est une ravine qui arrive sur la ville. J'ai mis l'image à l'envers, mais exprès, parce qu'en fait, on comprend mieux pour les images d'après. Vous avez une ravine qui arrive sur la ville et qui vient alimenter la fameuse réserve naturelle de l'étang. Et donc, l'enjeu, c'est la question de la relation entre la ville et son site classé. Dans la situation actuelle, cette relation est dégradée, avant travaux, avant projet. Hein. C'est-à-dire que, voilà, on est depuis la ville, on regarde l'ouverture de la ravine, en fait, on ne voit rien du tout, il y a les pubs, il y a les bagnoles, et il n'y a aucune relation d'aménité entre la ville et son site classé. D'ailleurs, l'entrée du site classé, proprement dite, est en friche, alors que c'est une promenade tout à fait extraordinaire. Si c'est classé, c'est parce que le comte de Lille a écrit un poème là-dessus, etc., etc. Et puis parce qu'au bout, on arrive sur une cascade, c'est tout à fait intéressant. Vu d'en haut, on voit la ville à gauche, le site classé est plus à droite, et en fait, on voit bien que déjà le système routier a tué la relation, en quelque sorte, avant même que n'existe une route à 2 fois 3 voies qui risque clairement d'aggraver énormément la relation entre l'un et l'autre. Alors, on porte un projet ambitieux qui consiste à dire il faut réinventer et même rétablir en quelque sorte la relation entre la ville en haut de l'image et la ravine en bas de l'image au travers d'un grand espace public qu'on va appeler la promenade de Bernica, qui va générer un ouvrage sous la route des Tamarins à créer, qui fera 62 mètres de large. Et ce 62 mètres de large, quelque part, va nous permettre d'arriver sur une terrasse qui va mettre en scène et donner accès, bien sûr, organiser les accès, au site classé de la ravine Bernica et aussi, bien sûr, au site de la réserve naturelle. Et donc, évidemment, la bataille, c'est d'arriver à garder ce cap jusqu'au bout, malgré, bien sûr, les contraintes budgétaires, mais c'est quand même à peu près ce qui s'est fait. C'est-à-dire, on voit ici cette promenade qui nous emmène vers la ravine de Bernica au fond, qui remonte, vous voyez les escaliers, sur le niveau de la digue, qui bien sûr nous protège de l'arrivée de la ravine, et qui génère un ouvrage qui fait ses 62 mètres de large, qui permet de passer confortablement les circulations douces, les voies vélos et les voitures de façon, dans des relations, on va dire, agréables. Et dans l'autre sens, d'une certaine manière, on voit bien la perméabilité ou la porosité, je ne sais pas comment on peut dire, que l'on essaye de rétablir entre le site classé auquel on tourne le dos là et la ville que l'on devine ici à l'horizon. On est très loin, effectivement, du schéma routier qui se dessinait au départ. Le passage, quelque part, devient essentiel. Comment réussir un passage sous une voie de 27 mètres de large? Ce n'est pas facile de réussir quelque chose qui puisse rester attractif pour des usages doux, piétons, vélos, etc. Et donc, il y a tout un travail que l'on fait, y compris avec l'architecte d'ouvrage d'art, qui est Frédéric Zirk, à l'époque, pour que l'on puisse, d'une certaine manière, réussir au mieux cette transition entre ville et espace de nature, cette lisière urbaine. Voilà, on le voit apparaître ici. Et ça redessine complètement l'entrée de ville par rapport à tout à l'heure, nos panneaux de pub, etc., etc. Ça la requalifie, en fait, ça la réinvente absolument complètement. Alors, on met en scène l'entrée, on n'a pas par contre la maîtrise d'ouvrage de l'espace proprement dit, qui reste aujourd'hui un peu en friche, qui a un peu perdu ses vocations agricoles, c'est ce qui s'est surtout beaucoup atterri, c'est-à-dire comblé, la zone humide s'est comblée par le fait que l'intensification des cultures sur les pentes a aggravé l'érosion dans le secteur. Donc il y a toute une réflexion à avoir sur la gestion de l'eau et de l'érosion pour remettre en valeur l'entrée, mais au moins la terrasse et l'accès physique est remis en place. Ici on voit une vue en chantier en haut et une vue à la plantation en bas. Troisième principe, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, requalifier la chaussée royale pour assurer le raccordement à la RN1. Ce n'est pas très compliqué, c'est juste qu'il faut comprendre que l'État n'est pas le maître d'ouvrage de cette route, c'est la région. Dans les départements d'outre-mer, c'est comme ça. Alors, le fait que ce soit la région qui prenne quelque part une route nationale pour l'emmener là, conduit l'État à se dire « mais moi, je suis garant de ma continuité de mon réseau national, donc il faut que je rétablisse entre la route que je crée à partir de ce rond, là, qui est l'échangeur, et puis ma route nationale qui continue à exister au bord de la mer, il faut que je crée une relation, une liaison, parce que je suis garant de la continuité du réseau national. » Et au départ, la réflexion à nouveau est routière, c'est-à-dire logique routière, je dois construire une route dans une logique de déplacement, etc. Alors là, je monte voir le DDE et je lui dis ça ne va pas du tout, parce que si on fait ça, quelque part, d'abord on va évidemment rendre moins opportune
la route que l'on crée pour décharger le littoral, parce que pour des camions monter à 6% sur des rampes pendant des kilomètres, c'est difficile, ils risquent de passer et de continuer à passer sur le littoral, donc on va être contre-productif. Et puis par ailleurs, on a déjà 27 mètres de route de largeur à digérer dans le site super contraint du site classé, etc. Vous avez tout cassé, tout l'effort depuis des années qu'on fait en matière de couture entre la ville, ses espaces de nature, etc. Donc, il faut raisonner en voie urbaine, puisqu'en fait la ville de Saint-Paul est là, et la situation actuelle de la voie n'est pas favorable. On a bien une voie qui longe la ville, et c'est cette voie-là qu'il faut requalifier, réinventer, etc., plutôt que d'en créer une nouvelle. Et donc c'est un travail de reconversion, en quelque sorte, d'une voie routière qui s'appelle Chaussée Royale, mais qui n'a plus de royal que le nom, je dirais, et qui, par contre, doit rétablir la relation entre ce front de ville et ces espaces qui la mettent à distance de la route qui doit être créée un peu plus à gauche sur cette image. Et donc, les coupes, bien sûr, apparaissent. On voit l'ampleur que prend une route d'état marin comme ça par rapport à la taille de l'espace disponible et la ville qui est schématisée ici. Là, la voie qu'on vient de voir, elle est à peu près ici, sauf qu'elle a des trottoirs qui sont beaucoup plus étroits. On rétablit de la place, bien sûr. Le canal, on le met en scène par un terre-plein central. On reconstruit, qui est ici, qui prend le canal et un espace. On reconstruit l'autre sens de route qu'il faut créer pour arriver à assurer les flux, machin, etc. Et puis ensuite, on a d'autres éléments, mais qui peuvent s'inscrire là-dedans. Vous voyez ici une silhouette de tram qui apparaît, parce qu'au moment où on est en train de dessiner les choses de façon opérationnelle, l'idée d'un tram-train émerge à La Réunion, dans ce secteur-là, une idée qui a été abandonnée depuis, mais à l'époque, elle est là. Et on propose du coup immédiatement de dire le terre-plein central qu'on va créer est parfait pour créer le tram qui va passer et pour desservir la ville. Alors cette chaussée royale requalifiée s'est faite avec ce terre-plein central qui a été réduit par rapport à ce qui a été dessiné sur la coupe, mais qui existe quand même avec une promenade. Et les espaces publics complètement refaits sur une très grande longueur. Et tout ça, c'est bien au départ un projet qui est strictement routier. C'est simplement parce qu'on met la relation au centre de la réflexion que l'on arrive à rétablir de certaine manière un projet de paysage et pas simplement de paysagement, vous voyez, dans les espaces. Enfin, dernier principe, et puis je m'arrêterai là parce que j'ai été long, recréer les zones humides, les vergers cocoteraies à Saint-Paul, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que notre fameux, une fois qu'on a vu tout ça, au-delà, il faut monter pour arriver à franchir cette falaise. Créer un ouvrage de 950 mètres de long dans une ville, c'est compliqué. L'intelligence de l'architecte qui travaille sur ce projet, qui est Frédéric Zirk, je l'ai dit tout à l'heure, c'est de dire, c'est pas parce qu'il fait 950 mètres de long qu'on va en faire la couverture magazine sur papier ultra brillant qui va vendre le savoir-faire, le génie technique pour des ouvrages exceptionnels, magnifiques dans le paysage. Ce n'est pas le franchissement du Tarn par la 75, le viaduc de Millau. C'est pas ça. C'est un bâtiment qui doit passer derrière la ville, entre une ville et une falaise. C'est une rampe, en fait. C'est pas un ouvrage d'art, c'est une rampe quelque part qui va monter progressivement et passer le long de la falaise. Cette vision modeste, en quelque sorte, pour un ouvrage totalement hors norme, quelque part finit par emporter l'adhésion. Mais vous voyez qu'au pied de l'ouvrage, tout va être à réinventer une fois que le chantier sera terminé. Chantier hyper complexe, puisqu'on est même au-dessus de secteurs construits par endroits, et puis qu'on a une tranchée qui s'ouvre dans la falaise en haut, etc., etc. Nous, ce qui nous intéresse, c'est bien sûr la relation toujours entre la ville et ces espaces de nature. Espaces de nature qui sont quoi, si l'on regarde bien, malgré ici le chantier, mais si l'on va bien regarder au pied de la falaise, sourdes les sources. Et cette eau nous intéresse. Parce qu'évidemment, si on arrive à tirer l'eau sous l'ouvrage, on va pouvoir digérer en quelque sorte la masse d'un ouvrage qui est très bas, qui va s'élever progressivement. Ce dessous d'ouvrage, ça peut être un endroit extrêmement glauque, avec toutes les canettes de je ne sais pas quoi qui vont être balancées, plus le reste, d'une certaine manière. Et donc, l'eau nous intéresse, elle va amener la lumière, et puis elle va rétablir la zone humide, recréer la zone humide. Donc elle a plein d'intérêts, et finalement c'est ce qui se passe, c'est-à-dire qu'après le chantier, vous voyez, on a vu les chantiers de pile, on a simplement reprofilé le sol, gardé la route qui avait été faite provisoirement pour le chantier,
et rétablir, réinventer en quelque sorte des zones humides qui n'avaient jamais été vraiment mises en valeur ou existantes. Voilà l'ouvrage qui apparaît dans toute son ampleur. La route a été rétablie, on a simplement divisé en deux ce qui a été une route pendant le temps des chantiers pour réserver une moitié aux circulations douces. Ça ne coûte pas trop cher, mais ça permet de faire passer les vélos. Et de la façon la plus agréable possible en rétablissant ces espaces de nature. Voilà. Donc on a vu au travers de ces deux derniers exemples, celui de Montévrain, quartier agri-urbain, autour de son cœur agro-urbain, et puis celui de Saint-Paul, cette espèce de couture intra-urbaine, quelque part, entre les quartiers, la ville-centre, ces quartiers périphériques, les sites de nature, réserves naturelles, sites classés, etc. Comment le concept de ville-archipel, de territoire-archipel, pouvait prendre corps dans la réalité du territoire, à partir de ce concept de paysage comme relation. Voilà, merci beaucoup.